Au petit chaperon rouge, à la Belle au bois dormant, Régine et Sue-Hélène, à Simone Veil, à la comtesse de Ségur, Sylvie Joly, Romy, aux hommes qui les comprennent. Aux anges éconduits, à Esther Williams, aux filles de l'ogre et à Gretel. Laure. Le serveur a déposé devant moi un café crème avec le traditionnel cœur détouré en surnage. Il y a peu, j'aurais pesté contre cet excès de chichis ornementaux. Crème en forme de cœur, épidémie de gerbes de rose artificielles en cascade sur les auvents de bistrot, ou encore maxime confondante sur les sachets de thé, n'y décelant que le signe d'un monde émotionnellement désertique, que l'on sucre pour en masquer l'absence de fond. Mais je n'ai pas pesté. J'ai fait glisser ma tasse vers Elliot. T'as vu ? Elliot s'est émerveillé. Puis il m'a présenté son verre de grenadine agrémenté d'une touillette dont l'extrémité arborait une licorne arc-en-ciel. Et ça, t'as vu ? Waouh ! J'ai dit. Non. Ce jour-là, je n'ai pas pesté. Parce que le cadeau fait maison que je tenais contre moi et que je m'apprêtais à offrir à cette fille qui tardait à arriver tomberait peut-être complètement à plat, mais que j'en étais fière et qu'il partait d'une bonne intention, comme les cœurs détourés à la surface des cafés crèmes. Le matin de ce jour-là, je me suis demandé si on savait à quelle sauce la vie nous mangerait, lorsque, sur une plage de l'île Dieu, mes amis et moi appuyions tour à tour sur le retardateur l'été de nos 16 ans. Nous n'y pensions même pas. Y aurait-il des décès prématurés, des séparations sordides, des enfants malades, une maman Alzheimer ? Non, bien sûr. Nous n'aurions pas non plus à rappeler à nos pères qui nous étions. Ils étaient nos parents. Comment auraient-ils pu nous oublier de leur vivant ? Nous aurions un mari et des enfants standards. Ce jour-là, je repensais au temps où, à la question de savoir ce que nous souhaitions faire plus tard, nous répondions, alors là, aucune idée. C'était ça, avoir la vie devant soi. Et c'était heureux. Elliot. La piscine municipale, elle est dans le même bâtiment que le complexe sportif. Elle est moderne des années 1970. C'est papa qui dit ça. Papa, il ne se rend pas compte. Moderne des années 1970, alors qu'elle date d'il y a 50 ans. C'est pareil que si, quand il avait 9 ans, son papa lui avait dit « moderne de 1940 ». Les adultes, c'est des gens qui, des fois, ne se rendent pas compte. Au début, maman m'a inscrit au bébé nageur, mais après, j'ai eu de l'asthme. Alors, on est allé vérifier et le docteur a dit... Les poumons d'Elliot, 2 beaux choux-fleurs. Merci, les bébés nageurs. J'ai fait la grimace, parce que j'aime pas trop les choux-fleurs, ni les endives, sauf avec la béchamel de maman par-dessus. On a arrêté les bébés nageurs. En plus, le docteur de mes bronches a dit que... Même en Allemagne, ils avaient interdit cette saloperie aux enfants de moins de 6 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie de vouloir faire nager des bébés ou d'accoucher dans sa baignoire ? Maman a essayé de répondre que c'était quand même bien parce que... Et le docteur l'a interrompu. Hein ? Bien ? Avec tout ce folklore, elles ont l'air malines, les mamans à la maternité, dans leur bouée canard avec leur nouveau-né noyé sur les genoux. Les bébés nageurs, sans blague. Et puis c'est quoi cette manie d'emmerder de plus en plus tôt les petits avec des activités militaires ? Puis il a rigolé que... Avant, on se contentait de maltraiter les enfants en les mettant au violon le lundi, au judo le mardi, à la danse le mercredi, au chinois le jeudi, au piano le vendredi. Et voilà que maintenant, le samedi, on les jette dans l'eau avec leurs couches. Il a ajouté... Moi, je me demande ce qu'on va bien pouvoir leur trouver à faire comme activité le dimanche. Il est vraiment rigolo, le docteur Bronche. Et il fait moins mal que le docteur Martin avec ses piqûres de vaccin. Mais maintenant, j'ai grandi. Le docteur Bronche a dit... Allez, vendu pour la piscine. Papa était content, tellement content qu'il m'a dit « T'es content, mon grand ? Ça te fait plaisir ?» J'ai dit « Oui, ça me fait plaisir. » Sauf que des fois, ça me fait peur, la piscine. On est obligé d'entrer dans l'eau froide et on n'a pas pied. Et je ne comprends pas à quoi ça sert qu'on n'a pas pied. Parce que si on avait pied, ce serait pareil que si on n'a pas pied. Et on pourrait très bien nager, mais au moins, ça ne me ferait pas peur. Le docteur Bronche, il m'a dit que c'était pas plus mal que j'ai ma ventoline avec moi à la piscine.
même si ça allait nickel. J'ai choisi un nouveau tube Monstre et compagnie. La cortisone, c'était plus la peine. Dommage, j'aurais bien pris l'inhalateur Bob l'éponge. Laure. Je le regarde du coin de l'œil essayer d'avancer en nageant. Il y met toute son énergie. Je souris bêtement. Le maître nageur n'a pas inventé l'eau tiède, il manque cruellement de pédagogie, mais j'aime voir Elliot s'accrocher autant que je serre les dents. Je veux qu'il apprenne de ce prof autant que j'ai silencieusement appris toute ma vie au contact des imbéciles. Lorsqu'il est loin de moi, lorsqu'il m'offre un aperçu d'ensemble, lorsque je prends la mesure de son existence, je l'aime, à en pleurer. Elliot est une merveille, à travers laquelle tout le monde peut lire aussi simplement que dans un livre ouvert. J'aime tellement ces enfants-là. Je lui ai légué mon phototype. Il est comme moi, le pauvre. Sa peau très blanche est un détecteur de mensonges qui ne transige pas. Et il rougit pour un oui ou pour un non. Il est gentil. C'est la seule chose que je souhaite pour mon fils, qu'il soit gentil. Et que j'attends des autres dans la vie. Sans ménagement, le maître nageur pousse Elliot avec une perche au milieu de la piscine. Je n'arrive pas à savoir s'il est aussi odieux parce qu'il croit en mon fils et qu'il veut qu'il se surpasse, ou parce qu'il ne croit pas en lui et qu'il est agacé. De temps en temps, Elliot me lance de fières œillades. Parfois aussi, quand le prof va trop loin, son petit manteau tremble. Alors le mien aussi, mais je le garde en partie immergé, attristée d'assister impuissante à la difficulté pour tout un chacun d'être catapulté au monde sans l'avoir demandé. Parfois, je voudrais que le fond m'aspire. Sidonie. Tous les matins, sérieux, depuis bientôt 1 an, la purge javelisée, mais je suis hyper fière de moi. Je m'étais fait violence, je voulais pas y aller, je peux pas blairer ce lieu, tout y est rédhibitoire. J'ai zéro affinité avec les gens qui fréquentent cet endroit et j'ai rien à partager avec les hommes et les femmes qui prennent soin d'eux. Penser à prendre soin de soi, c'est déjà accepter que plus personne soit là pour le faire pour vous, ni pour vous protéger. Et moi, ça me crève le cœur. Les gens qui prennent soin d'eux ont mal nulle part et portent en terre ceux qui en bavent, ceux qui médicamentent et alcoolisent leur vie de merde parce qu'ils sont tout pétés depuis l'enfance. C'est même pas leur faute s'ils sont tout pétés depuis l'enfance. En fait, c'est la double peine. Si tu pousses pas droit, t'as souffert avant, tu te détruis maintenant. Alors que si tu pousses bien droit, tu te ménages. Les gens qui prennent soin d'eux quitteront le pot après mon enterrement à 18h pour aller à la piscine. Pendant que moi, je n'aurai plus jamais froid, plus jamais chaud, mais aussi plus peur de mourir. J'ai l'air de m'en réjouir, mais je mens. Je ne veux pas être éliminée la première. Je suis trop petite. Marion. J'ai commencé il y a plus d'1 an. Il s'agit d'un bâtiment né 1970. Architecturalement, je ne peux pas dire que ce soit ma tasse de thé. Peu importe. Ce qui compte, c'est de prendre soin de sa personne et de se dépasser un peu. Maman serait fière de moi. 1 heure par jour, c'est mon minimum. Ça me défoule. Même si je sais que je n'ai pas l'air d'avoir besoin de me défouler. Pour autant, sans mon quota, ce sont les enfants qui essuient les plâtres. Pas méchamment. Mais pourquoi avoir des enfants si c'est pour les faire trinquer à la moindre crispation alors qu'on dispose d'une marge de manœuvre si simple? L'exercice? Et puis je ne veux pas laisser le corps en jachère. Ça, c'est un héritage que maman m'a légué. Il faut dire qu'avant de la quitter, papa la pesait tous les matins. Il paraît qu'il est mort d'une fausse route quand j'avais environ 6 ans, 2 ans après avoir quitté maman. Il s'est étouffé avec un steak. Pour quelqu'un qui a passé sa vie à contrôler l'alimentation de sa femme, c'est déconcertant. Du reste, j'ai fini par saisir que l'entretien du corps était seulement la version officielle du besoin qu'avait maman de nager. La vérité était ailleurs. Maman nageait pour survivre. Hors de l'eau, maman était un poisson projeté par le ressac sur une plage de galets. Je m'appelle Marion, je suis a priori sans âge, c'est en tout cas ce que j'ai souvent entendu dire, pourtant j'en ai un, que je donne sans la moindre difficulté d'ailleurs, j'ai 37 ans. Je vieillis peu. J'ai vieilli 1 fois, à la mort de maman. Je n'avais pas pris la mesure des conséquences de ce séisme sur mon visage. C'est sur une photo que je m'en suis aperçu, mon regard avait changé. Il ne lui restait plus rien d'enfantin. Quelque chose d'inexplicable s'était durci. C'était aussi à ce moment que j'avais vu apparaître mes toutes premières rides sur le décolleté. Depuis, je ne bouge pas. Mon mari s'appelle Jérôme.
Aurais-je survécu à la mort de maman si je ne l'avais pas rencontrée quelques semaines avant de la perdre? Laure. Il y a quelque chose de très intemporel dans une piscine, comme à la plage. C'est étrange, mais chaque fois que je suis allongée sur le sable, je sais que la bande-son est rigoureusement la même depuis la nuit des temps. Quelques voix étouffées de parents, des interpellations. Sur la plage du Crotoy, ma mère me badigeonne de crème dans un geste qui, je le sens, est exclusivement mu par le sens du devoir. Je ne perçois aucune douceur maternante dans le tracé de sa paume sur mon dos. J'ai l'impression qu'elle cherche à m'écraser, à m'étaler. Moi, la pâte molle, elle, le rouleau. Obstiné et vigoureux. Un peu agacée, j'imagine, par mes quelques bourrelets qu'elle repasserait bien offerts. La main de ma mère devrait dessiner sur ma peau d'énergiques et délicates volutes, comme n'importe quelle mère le ferait. Pourtant, le mouvement est géométrique. J'ai le sentiment d'avoir des aides et des L plein le dos. Peu importe, doit-elle penser, former des 8 ne changerait rien à sa priorité. Épargner la peau de sa fille au phototype étrange et menaçant. Une malédiction. Malédiction qui pousse maman à secouer et maltraiter ce tube. Ça en devient presque obscène. Laure est si translucide qu'on ne sait pas ce que le premier coup de soleil lui réservera dans 30 ans. Enfant, je ne comprenais pas bien ce qu'elle voulait dire, mais je me racontais qu'au moins la crème me coloriait, qu'être une tartine de crème blanche avait le mérite de définir mes contours et ma surface. C'était toujours mieux que d'être une vitre. C'est drôle. Il y a lucide dans translucide. Je ne sais pas si les mères dont les enfants pataugeaient dans l'eau pendant les premiers congés payés les crémaient, et même si la crème solaire existait. De toute façon, ils sont probablement tous morts, ces enfants. Mais la baignade nous lie à tout jamais, eux et moi. Et peu importe le sens de nos brassées interminables. Elles ne nous empêcheront pas de nous rejoindre un jour les uns les autres dans quelque chose qui ressemble à un jeu de chaises musicales. Esther Williams, un voisin chiant, un président de conseil syndical odieux et tatillon, la prof de chant, les bébés. Tout le monde s'immerge. Fraternel, immortel, imputrescible, le folklore de la baignade a parfaitement résisté au temps. C'est une photo figée. Peut-être la seule activité absolument tenue à l'écart des avancées. C'était, c'est, ce sera. À la piscine, à part le design de l'horloge probablement et la ligne du maillot de bain en fonction des modes, je ne vois pas ce qui a changé en un siècle. Aucun appareil connecté n'a remplacé le sifflet, le carrelage, les coloris, le plongeoir, un maître nageur tantôt planté, tantôt jouant de la perche, rien n'a bougé. C'est strident, brutal même. Mais je ne sais pas, cette notion de rassemblement me bouleverse. Ça me donne envie de pleurer, de mourir ou de vivre énormément. La piscine, un univers en orbite, pourtant au bout de ma rue. La piscine, le chapeau de la reine d'Angleterre, la pipe de Brassens, le bol de Mireille Mathieu. Saurions-nous qui nous sommes sans ces indétrônables ? Je crois que j'aime éperdument ce qui dure. Je n'ai pas attendu d'y accompagner Elliot. J'y vais depuis toujours. Le samedi, ma mère m'y emmenait pour venir à bout de mes bourrelets. Donc la première fois, j'avais 6 ans, l'âge auquel j'ai été mise au régime. Maman et moi enfilions longueur sur longueur à côté du couloir récréatif dans lequel s'ébrouaient Stéphanie Bron, Alexandra Di Torino et Delphine Sagatelian. Si par hasard nous venions à sortir du bâtiment en même temps qu'elle, maman les toisait impitoyablement et dès que les fillettes s'éloignaient bras dessus bras dessous, elle se livrait à une acide synthèse qu'elle tenait pour scientifique. Un compte-rendu à la serpe de ce que ces petites filles dégageaient, supposant leur milieu, leur famille, et peut-être pire encore, posant sur l'enfance son verdict esthétique et moral. Ingrate, banale, malsaine ou adorable et dotée d'un joli minois. Sentence indiscutable, entérinée d'emblée, gravée dans le marbre. Si J. Stéphanie, une petite fille éteinte et déplaisante. Ici repose Alexandra, une enfant fausse et ordinaire. Aujourd'hui, j'ai la conviction que cette volonté de commenter tout et n'importe quoi est un signe de vitalité.
l'immense et universel plaisir de médisance. Médire pour sauver sa peau, je crois. Enfant, il n'était pas question de décortiquer quoi que ce fût lorsque maman se livrait au débinage presque systématique de mes copines. Alors je me tenais à côté d'elle devant cette piscine, honteuse et furieuse. De mon point de vue, la quête d'un indice de masse corporelle correcte était vide de sens. Fallait-il que j'y sacrifie une partie de mon enfance alors que je n'avais aucun complexe ? Je n'avais aucun avis au sujet de mes bourrelets. Je n'ai jamais songé à les trouver laids, ni beaux, jusqu'au jour où j'ai su ce qu'en pensaient les autres. Les choses existent que si on les nomme, mais je n'aime pas savoir. Pour être acceptée avec mes bourrelets, j'avais pris l'habitude d'acheter pour 5 francs de bonbons à la sortie de l'école. En 30 secondes, les doigts de mes camarades se transformaient en poissons mangeurs de peau morte. Et tout disparaissait, rouleau de réglisse compris. Dans mon imaginaire, le mini 33 tours tout mou était prisé par les cancres, les pitres, les frondeurs. Pourtant, je déteste le réglisse. En revanche, les fraises Tagada me renvoient à des enfants standards, blonds, en bande, avec des grandes boîtes de feutre, et toujours invités aux anniversaires. D'où naissent ces images, ces sons, ces associations, ces mouvements liés à l'évocation d'un simple mot ? Qui, quelle force, quelle chimie décide de nos passerelles, de nos jumelages verbaux et sensoriels ? Oui, tout disparaissait dans mon sachet de bonbons après l'école. Et personne ne s'est jamais aperçu que je n'y touchais pas. Tous les midis, je rentrais déjeuner à la maison. Ma mère me préparait du poulet ou du veau et des légumes avec un petit peu de riz complet. Parfois, elle les faisait revenir dans un filet d'huile d'olive, mais la plupart du temps, elle choisissait la vapeur pour les vitamines. Maman me présentait l'assiette comme on présente à un enfant une cuillerée à soupe de sirop ou un antalgique dans un verre d'eau. Je l'entendais presque me glisser le « voilà » d'encouragement et de félicitations qui accompagnent l'ingurgitation, nez bouché, dont une survie dépend. Je crois que pendant un bon moment, manger est revenu à recevoir un genre de traitement médicamenteux. Cela dit, le dîner était nettement moins austère, parce que l'idée n'était pas de mettre la famille au régime. Cela n'empêchait pas ma mère de très nettement moins me servir que les autres et de jeter sur moi un regard plein de reproches si j'avais la mauvaise idée de réclamer un soupçon de rab. Cette habitude de surveiller ce que je mange et ce que je bois, elle ne l'a pas perdue. Elle m'est toujours réservée. Pourtant, à ce jour, je suis la plus menue de la fratrie, mais je ne sais pas lui demander clairement d'arrêter de se focaliser sur chacun de mes gestes. Je ne sais pas dire fermement non, ni faire entendre ma voix. Peu de gens se posent la moindre question sur moi. C'est mon petit talent. C'est comme si personne ne savait qui j'étais. Comme si personne ne cherchait même à le savoir. J'ai un petit frère et une petite sœur, les jumeaux, Jeanne et Thomas, pour Saint-Jean-le-Thomas, un joli village situé dans la baie du Mont-Saint-Michel dans lequel ils ont été tous deux conçus. Nés moins d'1 an après moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'ils étaient mes aînés, que leurs âges s'additionnaient. Ma mère a longtemps essayé de me faire croire qu'ils avaient choisi mon prénom pour sa consonance précieuse, Laure, qu'elle y tenait depuis petite, qu'elle aurait rêvé le porter. Mais j'ai su plus tard qu'ils avaient initialement opté pour Laura et que l'employé de mairie s'était trompé. Ça m'a fait drôle. Cela dit, je ne suis pas certaine que ma mère m'ait sciemment menti. Je pense qu'elle s'est fabriquée de faux souvenirs pour conserver la maîtrise absolue de tout, à commencer par le commencement, le choix du prénom. Mon frère Thomas m'appelait la page blanche à cause de la couleur de ma peau et de mon absence de conversation, d'intérêt. Les rares fois où je me risquais à l'ouvrir, il faisait semblant de s'endormir. C'était drôle, hein, vraiment très drôle. Jeanne aussi est drôle. Moi, j'arrive pas à être drôle. Pour autant, je suis très bon public et dépourvue de toute susceptibilité. En gros, je sais faire preuve d'autodérision. Je sais consommer l'humour, mais pas le créer. Pourtant, je me sens proche des filles drôles. On est pareil, sans chapelle. J'ai l'impression de les comprendre. Elles ont l'air d'avoir perdu
contre quelque chose. Jeanne n'est pas que drôle. Elle est brillante. Le jour où elle a eu son bac avec les félicitations du jury, mon père nous a prises chacune par l'épaule en disant que ce qui pouvait arriver de plus beau à un homme, c'était d'avoir 2 filles, une belle et une intelligente. Jeanne est belle pourtant, mais elle est encore plus drôle que belle. Les hommes ne sont pas séduits par les filles drôles. C'est comme ça. Ils en ont peur. Ils manquent peut-être de fragilité. Pourtant, il suffit de souffler sur une fille drôle pour la faire disparaître. J'ai parfois l'impression que les filles drôles sont comme des étoiles. Elles continuent de rayonner alors que ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne en elles. À 16 ans, j'ai arrêté la piscine le mercredi pour tenter de me consacrer à ma vie sexuelle. Ma mère m'a fait les gros yeux. L'argument selon lequel il fallait que je travaille à obtenir un IMC parfait ne tenait plus la route, puisque à présent, il était pratiquement en dessous de la moyenne. Mon frère Thomas lui-même s'en était réjoui. Comme quoi, rien de tel que de laisser un thon patauger dans son élément pour le faire maigrir. Pas vrai, gros thon? Ma mère avait réagi, mollement. Tout de même, Thomas, c'est pas très drôle ni très gentil de ta part. Moi, je trouvais ça vraiment drôle. Lorsque je mangeais du thon ou du boudin, Thomas pouvait sortir du tac au tac que c'était du cannibalisme. J'ai des milliers d'autres exemples. Comment est-ce qu'il pourrait parvenir à une telle virtuosité? Un jour, on s'est disputé. Je lui ai parlé de toutes ces humiliations. Il a nié. Donne-moi juste un exemple. J'en avais aucun. Tu vois? En vieillissant, j'ai arrêté de trouver tout drôle sous prétexte que je ne sais pas l'être. Si j'osais, j'écrirais volontiers un fascicule à vendre au comptoir des librairies. Quelque chose à vocation peut-être un peu féministe, ou qui s'adresserait davantage aux femmes qu'aux hommes, encore que, et qui s'appellerait « C'est pas drôle ». C'est pas drôle débusquerait les traits d'esprit dévalorisants auxquels on ne doit pas se sentir obligé de rire, même s'ils sont enlevés et virtuoses, quand bien même on serait incapable de les inventer. Refuser d'encaisser, refuser d'admirer l'habileté qui fait des entrechats sur le dos de quelqu'un. C'est si difficile de s'imaginer tout ce que l'inhibition que crée l'absence totale d'esprit nous permet d'encaisser comme vacherie à nous, les gauches, les camouflés. Et je crois que le pire, c'est qu'on en viendrait presque à être flatté d'être un objet de plaisanterie. Je crois que le simple fait d'avoir été désigné, choisi, élu comme support de moquerie par un génie du verbe, est presque valorisant pour ceux qui ne se sentent pas plus consistants qu'un nuage. Ça me glace. Ça me glace, comme lorsque je vois la bête de scène susciter l'admiration du public sur le dos du spectateur qu'elle a choisi de faire venir à ses côtés, spectateur aux dépens de qui la salle rit. Ce qui me désole le plus, c'est de voir le dit spectateur regagner sa place en masquant mal son sourire, flatté d'avoir été invité à se présenter sous les projecteurs, son inconscient mettant un mouchoir lourd comme un tapis sur cette humiliation. J'ai donc pu arrêter la piscine grâce à mon nouvel IMC. J'étais très amoureuse de Loïc. Il avait 18 ans. Je ne sais pas si j'étais amoureuse de lui pour son palmarès ou pour ce qu'il était. Il m'avait choisi, moi, la page blanche, il m'avait choisi, malgré ma transparence. Quelle part joue la sensation d'être valorisée dans la naissance de mes sentiments? Je lui plaisais, mais c'était plus fort que moi. Chaque fois qu'il m'offrait un enflammé « tu es belle », j'entendais « tu es bête ». Au bout de quelques semaines, Loïc m'a quittée. Je faisais du vaginisme. Le vaginisme a beau être une fermeture musculaire incontrôlable du vagin, qui n'est pas nécessairement liée à l'absence de désir ni de sentiment. Loïc l'a pris pour lui. Il pensait que si nos corps refusaient de s'emboîter, c'est qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. J'ai promis de faire des efforts. Il n'en a pas voulu. À partir de ce jour-là, je n'ai eu qu'une obsession. Vérifier. Être rassurée sur ma capacité à faire l'amour. Sans même considérer mon plaisir. Et vérifier que, malgré ma transparence, on pouvait m'envisager.
Sauf que peu de gens m'envisageaient. Je crois que je suis une minuscule, ou plutôt un minuscule émetteur de messages sexuels. J'ai eu peu de partenaires, une dizaine peut-être, assez éphémère. Je n'avais rien à raconter. Je ne vois pas ce qu'une fille qui dit oui 10 fois sur 10 à n'importe qui peut avoir d'intéressant à déployer, puisqu'accepter tout le monde, ce n'est choisir personne. Tout ce que je voulais, c'était vérifier qu'on voulait bien de moi, même transparente, même bête, même mal à l'aise et pudique, même si j'étais une page blanche. Être un peu caressée aussi. Parce que ça rend belle d'être caressée et de très peu dormir. Ça rend belle d'avoir un peu trop bu et trop peu dormi contre quelqu'un, même si ce quelqu'un n'a jamais su votre prénom. Et ça transforme le sol en moyen de transport brumeux. Les lendemains de certaines nuits, j'avais l'impression que les trottoirs étaient équipés de tapis roulants, comme ceux de Montparnasse ou de Châtelet, avec juste ce qu'il faut de résidus d'alcool dans le sang. Vérifier. Elle est tellement tue, cette angoisse de ne pas arriver à faire l'amour, de ne rien y comprendre. Elle met tellement d'éléments cauchemardesques en présence, la perception de son corps tout neuf qu'on ne reconnaît plus, qui nous échappe et qu'il faut livrer, la capacité à le montrer entièrement nu, à se laisser toucher sans bloquer sa respiration, à se laisser toucher en essayant de desserrer la mâchoire et les cuisses. Et la perception du corps de l'autre. Et puis, que faire de l'incongru, de la terrifiante érection? Comment passer sans transition de la représentation d'un inoffensif bout de chair enfantin mollement incliné vers le sol à l'incursion d'un cylindre gigantesque dressé vers le cosmos, oblong, veineux, D'une couleur impensable, Aux allures de monstre. de prédateurs mal répertoriés. un impensable greffon. Il faut aussi se familiariser avec une odeur, avec une façon de faire, avec une haleine, avec des gestes insoupçonnés, parfois violents malgré eux. Non, sincèrement, je n'arrive pas à croire que la première fois corresponde à l'attente gourmande de cette réalité si saugrenue, à cette invasion des sens, à un rythme qui n'est pas forcément le sien. Je n'arrive pas à croire que si on y va, c'est pour autre chose qu'un inévitable bizutage existentiel. Savoir si on saura faire l'amour, à part la mort, je ne connais aucun autre barrage à franchir impérativement dont l'impulsion soit si profondément teintée de détresse. Elliot, Je me débrouille bien. Papa dit que si je veux faire de la compétition, c'est maintenant qu'il faut commencer. Que c'est presque un peu tard, que 6 ans, ça aurait été parfait, mais que 7, ça va quand même. Et qu'à cet âge, c'est facile d'enregistrer toutes les nouvelles techniques si on connaît la base et que le corps s'en souvient sans y penser jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça que je vais à la piscine tous les jours, avant l'école, parce qu'après, il y a les devoirs. Et aussi le mercredi après-midi. J'aime bien, des fois. Cette famille. Papa, il était champion junior à 12 ans et Mémé, elle amenait tout le temps maman à la piscine quand elle était petite. Mémé aussi, c'est une sacrée bonne nageuse, Mémé. À 80 ans, elle se baigne à Saint-Paul-en-Cornillon tous les jours de l'année, même le 1er janvier. Papa et maman se sont rencontrés à la piscine municipale. Maman, elle y allait comme ça, pour du beurre. Elle dit toujours pour du beurre, maman. À chaque fois, j'imagine le couteau à bourron pour le beurre de chez Mémé et son ramequin marron. Ramequin, ça me fait penser à requin. En fait, maman dit qu'elle allait à la piscine pour du beurre, mais si j'ai tout compris, c'est aussi un peu parce qu'elle aimait bien papa et que ça lui plaisait de le croiser comme ça par hasard. Ça arrive des fois qu'on aille dans des endroits où il y aura peut-être des amoureux qui sont peut-être pas vraiment amoureux de nous en faisant comme de par hasard. Moi, j'ai fait exprès de choisir le cours de natation de 17h le mercredi parce que c'est le même que Fanny. Et j'ai fait comme de par hasard. C'était bien, ce cours à 17h. Comme ça, je savais que si on compte l'école, je verrais Fanny tous les jours de la semaine et aussi le mercredi. Et ça faisait que la semaine passait autour de ça, de Fanny, de notre cours de piscine. Et moi, j'ai de la chance, puisque dans toute ma semaine de 148 heures, j'ai 2 heures de super. 2 heures. Parce que, attention, il n'y a pas que la piscine avec Fanny, il y a aussi la voiture avec Fanny, depuis pas longtemps.
Et ça, c'est grâce à ce jour où maman a été en retard. Elle pleurait parce qu'en fait, elle s'était trompée et elle ne savait plus que c'était le jour de la piscine. Il paraît qu'elle a pris des voies de bus à l'envers tellement qu'elle était triste d'avoir fait attendre son petit garçon. Mais c'était pas grave parce que la maman de Fanny, elle m'a dit que si je voulais, elle pouvait me ramener chez elle en attendant. Et maman, elle m'a dit que oui, au téléphone. Fanny, dans ma vie, une demi-heure de plus. Oh, c'est comme un rêve, cette petite demi-heure de plus. Quand on est arrivé chez Fanny après la piscine, où papa n'était pas venu lui non plus, on a un peu joué aux échecs avec Fanny, mais on est nuls parce qu'on sait seulement déplacer les pions. C'est nos frères et sœurs qui nous ont appris, mais le reste, on ne comprend pas ce qu'il faut faire. Donc ça peut durer des heures, mais j'aime bien, parce que je fais exprès d'avancer mes pions tout doucement vers elle, comme si ma main disait « Je t'aime » pendant tout le long du déplacement de mon fou. Soudain, ça a sonné à la porte. J'ai reconnu la voix de maman et un grand « Non, Marion !» et la maman de Fanny. Laure, mais c'est pas vrai. Avec Fanny, on a tellement été étonnés qu'on est sortis de la chambre en courant pour voir ce qui se passait. Et là, comme dans un rêve, elles se sont tombées dans les bras en répétant « Mais ça fait combien de temps? 20 ans? 20 ans ?» Elles ont bavardé. J'ai entendu maman pleurer un peu parce que peut-être elle se donnait des nouvelles de leurs 20 ans. Peut-être que la maman de Fanny aussi, elle pleurait. Des fois, j'ai l'impression que tous les adultes, ils pourraient écrire un livre très intéressant de leur vie d'avant, avec de la tragédie et des grands destins, dans des époques uniques au monde, et que moi, même quand je serai vieux, j'aurais rien à raconter. Je ne pouvais pas croire que maman et la maman de mon amoureuse avaient été copines quand elles étaient jeunes. Ça m'a donné encore plus le sentiment que Fanny et moi, on se marierait un jour. Et puis, il y a eu le miracle. La maman de Fanny a proposé de me conduire à la piscine le mercredi avec Fanny. Ce serait plus commode pour maman. Sidonie. J'arrive pas à savoir si j'ai eu une enfance un peu malheureuse ou si l'enfance était simplement un endroit dans lequel j'avais pas envie de m'éterniser. Ce que je sais, c'est que c'est une période qui est passée suffisamment lentement pour que je m'y fasse chier, mais trop vite pour que j'ai le temps de retirer correctement ma cagoule de petite fille. Ma cagoule est rouge. Je me souviens que j'en ai aussi une bleue, mais je préfère la rouge dont l'étiquette n'est pas tout à fait au même endroit que la bleue. Enfant, je suis souvent fringuée comme un garçon par ma mère, j'ai donc l'impression que je suis un garçon. En fait, peut-être que j'ai juste l'impression d'être un garçon tout court. Logiquement, un jour, je ressemblerai à une fille. Logiquement, un jour, je porterai des talons. Logiquement, un jour, je me servirai d'un pinceau de maquillage. Avec un peu de bol, je distinguerai ma gauche de ma droite et je pigerai parfaitement ce que signifie appartement traversant avec double orientation sud-sud-est. En toute logique aussi, un jour, je saurai nager et j'arriverai à foutre la tête sous l'eau. Sauf que pour l'instant, je dois avoir genre 8 ans. Je ne maîtrise pas l'espace. Les enfants sont des imbéciles qui s'amusent à me couler. Certains ont l'idée, mais complètement saugrenue, d'en pousser d'autres à l'eau, moi comprise, alors que j'ai peur d'avoir la tête à l'envers en général. Je ne sais pas faire de galipette, ni sous l'eau, ni en gym. Mais comment peut-on pousser quelqu'un dans un élément où la survie est impossible, sans même lui demander son avis ou son brevet de natation, sans savoir si sa tête ne va pas imploser au contact de cet élément qui n'est plus le sien depuis la naissance. Les gamins du petit bain qui poussent et coulent leurs copains n'ont peur de rien. Ils sont aptes, y compris dans le grand bain, sauf qu'ils ne le savent pas. Moi, je sais pour eux, parce que je m'emmerde. Être enfant, c'est souvent se faire chier beaucoup. Alors, je les regarde. Heureusement, à l'âge de 9 ans, une mère anxieuse et un médecin complaisant auront permis à ma dispense de voir le jour sans trace de lutte. Me voilà donc à la piscine, dispensée, sur le banc, comme extérieur à une ronde, attendant que les années passent, à côté du maître nageur qui est un truc entre le tétard et le poulet, abonné au sifflet, les oreilles saturées de l'écho d'éclaboussures et de rires d'enfants normaux, le nez colonisé par des vapeurs tièdes et javelisées. Le chlore apporte sa dissolvante putain de réponse à ma capacité d'adaptation, 0. Car c'est évident, au bord de ce bassin, il y a moi, il y a les pas comme moi, dont je sens bien qu'ils sont plus nombreux que moi.
Factuellement, ça ne me place pas au-dessus de la mêlée. Factuellement, ça me place à côté de la mêlée. Ce qui est hyper inconfortable, on ne va pas se raconter de conneries, la norme, c'est ce à quoi les gens aspirent. Ça n'en a pas l'air, mais la norme, pour moi, ça a toujours été une priorité absolue. Sauf que c'est comme si on me l'avait refusé. Alors, dans ma tête de contribuable, justiciable, je reste l'enfant qui ne bougera pas du banc de la piscine tant qu'on ne m'intégrera pas, tant que je ne serai pas certaine que, dans cette vie, on pourrait tout à fait me choisir pour constituer une équipe de hand. Sérieux, il paraît que ça existe encore, c'est-à-dire qu'il y a encore des abrutis de profs dont le cerveau est suffisamment minéral pour ne pas avoir la moindre idée de ce que le petit Quentin va faire de l'humiliation immonde d'être sélectionné par personne. Ça me donne envie de crever. On dit que je fais jamais dans la demi-mesure, qu'on ne peut pas avoir envie de crever à cause d'un prof de gym un peu con. Bah évidemment que si, les gens se plantent totalement de combat et de dépression. Les gens se plantent de désespoir, ou ils le confondent avec le chagrin, ils n'ont rien pigé. Pour moi, le chagrin ne tue pas, au contraire. Mais alors, si l'espoir fait vivre, autant crever face à un mec qui détruit des gosses en étant sûr de les éduquer. Crassement désespérant. Bref, quelques décennies après, et contrairement à ce que je m'étais imaginé, enfant, je sais pas me repérer, je ne sais dessiner que des bonshommes, je ne porte pas de talons, ils m'endimanchent et m'empêchent de tenir une diagonale. Un quart de siècle plus tard, je porte les mêmes bottes et la même cagoule que quand j'étais petite, mais personne ne la voit. Et j'ai des angoisses de gamine sur un corps qui est incroyablement adulte, outrageusement féminin. Alors, pour que ma tête et mon corps arrêtent de se faire la tronche, je décide de passer à la réduction mammaire. Je me sens plus cohérente avec des petits seins, ou même pas de seins. Mon cousin me fait remarquer que se faire retirer les nichons quand on a un boule interminable revient à jeter la console et à garder le carton. Il a raison, ce con. Qu'est-ce qui m'a pris ? Je regrette instantanément. Je n'ai ni le physique, ni l'âge, ni la vie de ce que je suis. Quelque chose ne colle plus, je le sens. Je suis sur le banc pour toujours. Les gens sont dans l'eau depuis longtemps. Où est ma place ? Un matin, je me lève, ma vue se brouille, ça tangue, au point que je ne suis pas sûre de distinguer le sol du ciel. Qu'est-ce qui m'arrive, bordel ? Marion. Je vais donc à la piscine les lundis et vendredis matins, les mardis et samedis soirs, et le mercredi après-midi, avec Elliot ainsi que Fanny, ma petite dernière. Si j'ai choisi la natation, c'est aussi parce que franchement, les salles de sport sont pestilentielles. Je n'ai certes rien contre les sécrétions et toutes ces choses, mais il arrive toujours un moment où mes sens décident pour moi. Et côté salle de sport, c'est mon odorat qui a eu le dernier mot. J'ai tenté d'appliquer un doigt de camphre sous mon nez pour masquer les odeurs. Sauf que non seulement j'ai fait une réaction au camphre, mais en plus je me suis frotté les yeux avec les mains pleines de pommade. Parfois je suis gauche comme une enfant et je me fais penser à Sophie, dans Les Malheurs de Sophie. Ceux qui trouvent les romans de la comtesse de Ségur-Nian-Nian n'ont rien compris. C'est redoutable. Les parents y sont impitoyables. Le rang social prend souvent le pas sur l'amour filial. Et même si une morale émane des histoires, les enfants y apprennent la vie à grands frais. Et je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, Madame de Réan perdrait la garde de Sophie. Maman aussi pouvait parfois se montrer impitoyable. Mais c'était une grande dépressive, une grande mélancolique. Je n'aime pas le sucré qui plane autour du terme mélancolie. Même sa douceur phonétique est trompeuse. La mélancolie n'est pas un état d'âme qu'il faut avoir la sagesse d'accueillir. Maman disait, la mélancolie, ce n'est certainement pas les errances et rêveries imbéciles de poètes éblouis par eux-mêmes. La mélancolie t'arrache le visage, le dévore et le chie. Maman est morte il y aura bientôt 20 ans. À son enterrement, j'ai lu un extrait de ce poème de Saint-Augustin, un peu passe-partout, comme me l'avait fait remarquer Jérôme, que je venais de rencontrer, dont je sais qu'il lui aurait énormément plu. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous, ce que j'étais pour vous, et je le suis toujours. Elle aurait détesté que je m'apitoie et que je l'évoque comme une défunte. Faut-il vraiment que le défunt reçoive une pluie de paillettes grises sur la totalité de ce que fut son existence ? Je me refuse même à évoquer le souvenir de ma mère. Évoquer son souvenir, ce serait matiner sa vie de naphtaline.
Même si j'admets qu'il n'y a rien de mieux pour se débarrasser des mythes que la naphtaline blanche, celle qui ressemble aux allumes-feu, je confesse que malgré la vitalité dont je me dois de teinter la mort de maman, la douleur est là. Et trop souvent, la perspective de préparer le dîner, de continuer à devoir faire tourner cette maison et cette vie comme un hamster dans une roue qui ne s'arrête jamais, m'anéantit, et j'ai envie de me blottir contre elle. Et parfois, je me surprends à souhaiter n'avoir jamais fondé de famille. Maman m'accompagne de plus en plus fréquemment. Ce devrait pourtant être l'inverse, puisqu'on dit que le temps est un gentleman, qu'il a le mérite de guérir les plaies et d'éloigner les cauchemars. Il faut croire que me concernant, non. N'existe-t-il que pour me froisser ? Pourquoi maman est-elle si présente presque une génération après sa disparition ? Peut-être parce que bientôt, j'aurai passé plus de temps sans elle qu'avec elle, et que je déteste cette idée. Bien sûr qu'au décès de maman, Jérôme a essayé de me soutenir en tâchant de ne pas se montrer agacé par mon chagrin. Il s'est même révélé plutôt patient. Mais ils sont comme ça, les hommes. Parler n'est pas leur fort. D'autant que je comprends, rien ne se partage moins qu'un deuil. Encore maintenant, il m'arrive d'être tellement furieuse que le monde continue à tourner sans maman, que l'existence de mes propres enfants me renvoie à sa mort, donc à l'égoïsme et à l'ingratitude dont j'ai pu faire preuve en osant donner la vie, en osant me réjouir après son départ. Comme si j'avais effacé son existence et anéanti notre relation sous une joyeuse pluie d'enfants. Elle est si redoutable, si cruelle, si diabolique, cette obligation d'aller bien, cette cohabitation permanente avec ceux que j'aime pourtant plus que tout, mais dont aucun n'a connu maman. Je leur suis étrangère et ils ne le savent même pas. J'ai déjà eu envie de leur faire payer cet isolement dans lequel leur simple venue au monde m'a enfermé. Un jour, j'ai envoyé une chaussure à la tête de Baptiste, et j'ai visé à côté exprès. Néanmoins, l'intention y était. J'espérais le blesser, je crois, ou lui faire peur, ou le déstabiliser. Parce que l'équilibre et l'absence de doute de mes enfants peuvent me rendre méprisante. Je ne les aime autant que je leur en veux de n'avoir pas traversé précisément ce que j'ai enduré. La volatilisation de papa, la détresse de maman, et son suicide. J'ai lu le témoignage d'une Israélite qui évoquait le mépris que son père rescapé des camps lui témoignait presque malgré lui. Il avait enduré, elle avait été épargnée. Il n'en fallait pas plus à cet homme, bouleversé pour être dans l'incapacité de regarder sa fille et de l'aimer telle qu'elle l'était, différente de lui et privilégiée. Alors, elle avait décidé de suivre ses traces, de partager ses centres d'intérêt et d'épouser sa carrière, juste pour qu'il la respecte. Elle avait attendu sa mort pour oser changer de vie. Je ne veux pas ça pour mes enfants. Je veux qu'ils s'épanouissent, je veux qu'ils m'étonnent. Et contrairement au papa de cette fillette israélite, je voudrais pouvoir chaque jour être sidéré et me réjouir d'avoir des enfants qui n'ont à ce point rien à voir avec moi. J'aimerais tellement, comme disait maman, qu'ils poussent dans mon jardin ce que je n'ai pas semé. Sidonie. L'hypothèse de l'AVC est rapidement écartée, la thyroïde fonctionne, les prises de sang sont nickel, les résultats me révoltent, je suis parfaitement moyenne. Dans les semaines qui suivent, les malaises s'installent. Les fois où ils me laissent un peu de répit, je flippe qu'ils reviennent. Alors ils reviennent, évidemment. Puis j'ai peur de ma peur. J'ai peur que tout se brouille. À chaque réveil, j'ai peur d'ouvrir les yeux, j'ai peur que les premières choses que je vois, une fenêtre et le tableau atroce d'un ami que je n'ai pas osé refuser, me narguent et recommencent à danser dans tous les sens. Pourtant, je suis en pleine santé. C'est incompréhensible. Mon généraliste me suggère de consulter. Fait chier. Je ne sais plus qui a dit que la psychanalyse donnait de l'importance aux cons jusque dans leurs rêves. J'ai cherché dans les pages jaunes un psychothérapeute dans mon pâté de maison. Ce qui était mature et rationnel de ma part, étant donné que j'avais arrêté la fac 3 semaines après la rentrée, vu que l'établissement était à 11 stations de bus de chez moi. Trop loin. Pour moi, en tout cas. J'ai donc cherché dans les pages jaunes un thérapeute à proximité. J'avais le choix entre Maurice Lévy-Kahn et Sylvain Adolphe. Je suis juive. J'ai évidemment choisi Adolphe au nom des valeurs dont se nourrit l'humour juif. Mais le jour où le mec m'a expliqué que si les enfants faisaient le cochon pendu non-stop, c'était pour revivre leur naissance, j'ai pensé que putain les psys, c'était tous de belles palettes d'enfumeurs,
camouflés derrière leur châle ou leur écharpe de suffisance, maniant-le un petit peu comme un bâton de gymnastique rythmique sur fond de Richard Klederman. Quelle bande de narcissiques sirupeux en couleur de mouche, non mais sérieux. Arrêtez d'enrober dans une fausse blouse médicale vos principes clés en main et votre discours littératureux que vous parfumez de 3 pauvres notions scientifiques, histoire de vous donner un statut que vous n'aurez jamais, bande de nazes. Vous êtes des marioles. Alors j'ai changé de crèmerie et je me suis secrètement dirigée vers Maurice Lévy-Kahn. Mais Maurice Lévy-Kahn s'était suicidé la semaine dernière, à 90 ans. Ça m'a fichu un coup. Comment ne pas imputer la mort de ce vieux juif à sa Shoah, plus à la trahison que j'avais infligée à la totalité de ma lignée passée, présente, future, en choisissant Adolphe. J'ai présenté mes condoléances à sa veuve et lui ai demandé si par hasard elle avait un thérapeute à me recommander tant qu'on y était. Sylvain Adolphe, m'a-t-elle répondu. Mon mari et moi, et lui, étaient très liés. Après m'être dit que la mémoire des miens m'interdisait de retourner dans les jupons d'un nazi qui déjà avait eu la clémence de me laisser filer une première fois, je me suis ravisée. Il avait justement eu la clémence de me laisser filer. Je sais, les Allemands ne sont pas tous des nazis. Néanmoins, pour repartir sur de bonnes bases, je lui ai fait part de ma très grosse gêne concernant ses interprétations de merde. Il a dû m'opposer tellement de la merde que je ne me souviens pas de la réponse. J'ai également partagé avec lui mon embarras quant à l'orthographe de son nom. Est-ce qu'il pouvait m'expliquer pourquoi il n'avait pas à minima remplacé le F de Adolphe par PH ? Parce que, m'a-t-il répondu, nettoyer son nom revenait à s'accabler d'une culpabilité qui n'était pas la sienne. Et il a ajouté « Ne me prenez pas pour un bleu, Sidonie, je sais très bien que vous avez appelé Lévy-Kahn parce que vous n'avez pas apprécié le coup du pendu. Mais rassurez-vous, vous n'y êtes pour rien dans la disparition de cet homme, ni dans l'événement de la Shoah. Poursuivons. » Il m'a demandé si je me souvenais de mes rêves. J'ai dit que j'avais juste besoin d'un coup de pouce, pas d'un abonnement, que j'avais des copines qui avaient commencé par raconter leurs rêves et qu'au bout de 19 ans, elles ne pouvaient toujours pas blairer leur mère. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été dispensé de piscine ? De toute façon, je n'ai pas le droit à cause de l'épilepsie. Vous m'aviez dit que vous aviez le droit de vous baigner, mais pas seul. Ah ouais, exact. Donc, je repose ma question. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si vous n'aviez pas été dispensé de piscine ? Pourquoi ? Êtes-vous sûr que vous seriez resté au fond d'un puits dont l'échelle a disparu si vous aviez pu nager avec les autres ? Alors, après avoir trouvé vraiment débile cette réflexion sortie de nulle part, j'ai repensé à un exercice qu'on m'avait obligé à faire pendant un stage d'écriture, censé nous apprendre le travail d'équipe. Avant de réfuter les imbécilités proposées par ses partenaires et de se foutre sur la gueule sans s'écouter, il fallait se forcer à considérer intégralement chaque point de vue et chaque suggestion pendant au moins 5 minutes, se mettre 100% à la place de l'autre et s'interdire de reprendre la parole tant qu'on n'aurait pas compris le cheminement de son binôme ou de son trinôme, que ce cheminant soit pertinent ou complètement con. J'ai brillamment procédé à cet exercice avant de saisir en effet un truc. Faites un micro-trottoir. Interrogez les insomniaques, insatisfaits, porteurs de cagoules qui se prennent des poteaux, marchent dans la merde ou rêvent qu'ils en mangent. Interrogez aussi ceux qui se font doubler dans la file d'attente ou qui n'osent pas renvoyer un steak mal cuit. Posez la question à ceux qui sont incapables de demander une augmentation ou à ceux qui disent « excusez-moi » au serveur au lieu de « s'il vous plaît ». Faites ça. Et vous découvrirez une presque constante. Nous étions tous dispensés de sport. Merci. Merci. Bien. Ok. Merci. Tu veux pas y aller plus loin, toi, non ?